le monde pose des questions sur comment est-ce que le Rwanda ait pu avancer si longtemps et comment est-ce que le monde a permis que le président Kagame se radicalise pendant tant de décennies. Oui, bonsoir, bonjour ou bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole et merci d'avoir organisé ce space. Je dois d'abord vous féliciter pour ce principe de donner la priorité aux dames. Je pense que la crise sécuritaire à l'est de la RDC et même dans toute notre sous-région opprime de façon assez dramatique les femmes. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas opprimés, ils sont assassinés aussi de façon froide et atroce. Mais je tiens à souligner ou à rappeler que dernièrement, le rapport de l'UNICEF a mentionné qu'en RDC, chaque 30 minutes, il y a une fille ou une femme qui est violée. Et donc, j'invite aussi ces femmes ou ces filles qui sont dans ce space de pouvoir converger ensemble et puis d'organiser des spaces et de nous inviter pour que la voix soit levée contre ce crime qui s'inscrit dans le féminicide. Donc, moi, je suis rwandais. Je m'appelle Achille Kamana. Je viens bien sûr sous la bannière de la radio ITME. Le moment venu, on vous expliquera pourquoi ça s'appelle Radio ITME. Mais je suis aussi impliqué dans la lutte pour la démocratisation de notre pays, notamment à travers l'ouverture de l'espace politique, qui permettra justement le dialogue inter-rwandais, un dialogue honnête, sincère, afin de porter les fruits qui sont attendus par tous les peuples de la sous-région. Je vais éviter peut-être de parler de la chronologie de l'histoire politique qui nous a menés à cette situation indigne et qui constitue clairement une gêne dans la région des Grands Lacs. Cependant, il y a eu des erreurs graves dont les opportunistes ont su utiliser ou ont su profiter pour leurs propres intérêts. Et c'est pour ça que la guerre à l'est de la RDC implique plusieurs pays. Et en arrière de ces pays, il y a certaines puissances mondiales. Et en arrière de ces puissances mondiales, il y a des multinationales. Toutefois, il y a une raison pour laquelle c'est possible et il y a une raison pour laquelle cela passe par le Rwanda. C'est parce que Paul Kagame, qui est le président du Rwanda sans partage depuis clairement 1994, a instauré un régime que je peux qualifier d'hitléro-expansionniste. Pourquoi hitléro? Vous vous rappelez de l'histoire d'Adolf Hitler qui avait créé la race aryenne en Allemagne, d'où l'idéologie nazie. Puis au Rwanda, on voit la même chose. On voit une instrumentalisation ethnique qui fait en sorte justement que le peuple est tout le temps divisé et que les instances étatiques ne sont plus représentatives de la volonté des peuples. Et à cela s'ajoute une oppression sanguinaire, une oppression incessante, une oppression qui est aussi caractérisée par l'espionnage. Au Rwanda, le simple paysan, le simple citoyen ou la simple citoyenne espionne sa voisine. Le papa n'a plus la liberté d'exprimer ses émotions et même ses opinions vis-à-vis de la gestion du pays. Il ne peut pas le dire à sa femme parce qu'il ne sait pas si sa femme va aller le dénoncer. Il ne peut pas le dire à ses enfants parce qu'il ne sait pas si ses enfants iront le dénoncer. Même les domestiques ou toutes les personnes qui font partie de la société, on a tous peur les uns envers les autres parce que justement, on ne sait pas d'où viendra la dénonciation. Et la majorité des gens qui croupissent en prison, la majorité des gens qui ont été assassinés ou qui ont même disparu ou qui ont fui sont des personnes qui ont été dénoncées par leurs concitoyennes ou concitoyens. Donc, c'est une situation qui est assez grave. Je vais revenir aussi sur le fait que la lutte du FPR, qui a été fondée en 1987, s'inscrivait, du moins dans leur manifeste, s'inscrivait dans une optique émancipatrice de la société rwandaise. Or, ce qu'on voit en ce moment, c'est que la société rwandaise a été, ou la population rwandaise est colonisée, clairement colonisée. Donc, nous avons une oligarchie au Rwanda qui colonise son propre peuple, qui gère le peuple à la stalinienne, parce que les Rwandais souffrent, les Rwandais meurent de faim. L'éducation a été complètement détruite. Les fondements de la base de la société rwandaise, c'est-à-dire la famille, n'existent plus. Donc, c'est un régime qui a instauré l'immoralité afin de contrôler le peuple. Et au-dessus de l'immoralité, il y a cette pauvreté qui est clairement endémique. Et je voudrais aussi souligner le fait que moi, je fais partie d'un mouvement politique. C'est-à-dire que dans ma lutte, je porte des lunettes politiques. Et dans cette logique, je n'envisage pas, ou bien nous n'envisageons pas, le fait d'instaurer des régimes qui sont ethniques pour avoir la paix. Au contraire,
la gestion de la chose publique ne peut pas émaner d'une compétence ethnique. Elle doit émaner de ce que nous avons de plus fort qui s'appelle la Constitution. La Constitution qui permet ou qui prévoit l'égalité des chances de tous les Rwandais, de toutes les composantes des Rwandais, toute diversité confondue. Et avec ça, si nous avons des leaders, des politiciens et des acteurs du pouvoir, du contre-pouvoir qui sont capables de respecter cette Constitution, je pense qu'il n'y aura plus de problème au Rwanda. Il y aura bien sûr des problèmes, nous sommes en Afrique, mais au moins nous allons nous baser sur les problèmes africains, qui sont la pauvreté et puis le manque d'infrastructures et ce manque qui est endémique un peu partout en Afrique, qui est le partage des richesses. Donc, le Rwanda, dirigé par un régime autoritaire, sanguinaire, qui colonise son propre peuple, s'est vu aussi dans une posture où il ne respecte plus le droit international. En 2015, le régime de Paul Kagame a tenté de faire un coup d'État au Burundi. Souvent, les gens l'oublient. On parle seulement de la RDC, mais c'est un régime qui a eu des problèmes avec tous ses voisins. Avec la RDC, c'est particulier parce que ça fait depuis 1996 qu'il y a une guerre injuste qui a emporté des millions de vies innocentes à cause du pillage des ressources minières. Et donc, l'OFPR en ce moment, puis c'est pour ça que lorsque vous donnez la parole aussi à des Rwandais qui sont fanatiques de ce régime, il faut vous attendre à des déceptions. Pourquoi? L'OFPR a imposé un narratif et ils ont aussi formaté la jeunesse rwandaise. Nous faisons partie peut-être des derniers jeunes qui ont échappé à ce formatage. Mais pour le régime du FPR, le Tutsi au Rwanda doit se taire parce qu'il a été sauvé lors du génocide par le FPR. Et le Hutu doit se taire parce que s'il existe et s'il vit toujours, c'est parce que le FPR, par sa grâce, ne s'est pas vengé contre les Hutus. Et donc, vous voyez, il n'y a plus d'espace au dialogue, il n'y a plus d'espace aux discussions, et cela cause des injustices. Parce que les crimes et les drames qui ont touché la société rwandaise n'ont pas touché les Tutsis seulement, ils ont touché plusieurs couches de la société rwandaise. Et donc, je vous félicite d'avoir organisé ce space parce que justement, la démocratisation du Rwanda va amener la paix dans toute la sous-région des Grands Lacs et cela va passer par l'ouverture de l'espace politique. Puis pour cela, il faut quand même être... En tout cas, toutes mes excuses, chers compatriotes, indépendamment de moi, voilà, c'est ça. Quand on parle du Rwanda, il y a toujours ces problèmes de coupure, souvent. Ils étaient là nombreux, j'ai vu dans l'auditeur caché, ils étaient très nombreux en train de signaler l'espèce. Du coup, Twitter ne tient pas compte de ce que nous faisons. Il n'écoute même pas de quoi nous parlons. Twitter vous coupe directement quand l'espèce n'est pas souvent partagée ni aimée. Donc voilà, c'est des conséquences. Mais bon, on va essayer de les partager et de rappeler tous ceux qui étaient avec nous. Espérons qu'ils vont nous retrouver petit à petit. Voilà. Toi, il faudra que les gens partagent. Moi, je pense que quand vous animez l'espace, Moutouala, il faut dire la première des choses aux gens, avant de leur poser la question, vous lui demandez de partager. À mon avis, ça va aider parce que les gens, ils veulent monter pour parler, mais ils partagent pas. Vous voyez ce que je veux dire, Moutouala? Ben oui, vous avez raison. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un. J'en ai parlé au cours de cette émission plusieurs fois même. J'ai demandé si nous pouvons partager l'espèce. J'ai été même attaqué à un moment. J'ai demandé, voilà, l'espèce est attaquée. Et vous voyez, parfois, moi qui anime l'espèce, parfois il m'arrive, hein, je reste là, ça fait depuis que j'ai commencé cette espèce, ça m'a fait 4 à 5 fois que je reste, je regarde les gens, ils parlent, mais moi je n'écoute rien. Il faut rester peut-être 2 minutes avant de reprendre les sons. Donc c'est regrettable, on est attaqué. Mais pour que l'espèce
dure plus longtemps, il faudrait que l'espèce soit partagée et likée. Mais quand cela n'est pas fait, ça pose toujours des problèmes. Mais bon, c'est pas grave. Monsieur Fabrice, vous pouvez y aller, vous pouvez faire votre commentaire pendant que j'essaie un peu de partager l'espèce. Voilà. Ouais, moi en tout cas, ce qui était là, ouais, n'oublie pas les. Bon, je sais pas si tu arrives à noter les gens qui étaient là. Bah, c'est bon. J'espère pour toi en tout cas, puisqu'il y avait des gens qui allaient prendre la parole. Mais tu sais, vous savez, Mtoana, bon, ça va, je te tutoie quand même. Quand on a été, en fait, j'étais cohorte, mais je voyais pas le micro. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable, au fait. Ce sont des attaques et c'est pour ça, mais juste Oui, la bien sûr. malignité. Déjà, Emmanuel qui était aussi Coste, quand il est parti, j'ai voulu trouver quelqu'un autre pour lui donner sa place parce que j'avais énormément besoin que je puisse faire monter des gens. Malheureusement, imaginez-vous, moi qui est hôte, je ne peux pas donner quelqu'un autre le droit d'être Coste. Mais parce que je suis resté avec vous, on est resté à deux et j'ai droit à deux Costes. Mais je n'en avais pas droit. Donc, c'est bizarre. On était tellement attaqués. Mais bon, le problème, c'est quand nous demandons de partager l'espèce. C'est pas Et une d'ailleurs, imposition, je rappelle que le Twitter, c'est gratuit. Hein, c'est pas comme sur YouTube ou bien sur... Oui, parce il y a des gens qui pensent que quand on vous demande de partager, de liker, nous, au retour, on est payé par Twitter. Non, je vous rappelle que c'est gratos, c'est gratuit. Donc, vous pouvez faire... moi, mon premier space que j'ai fait plus de vues, c'était... ça fait longtemps, vous vous souvenez, j'ai parlé notamment d'un sujet où entre Tshisekedi, M23, Kabila et les autres, je me rappelle même pas. J'ai fait 10K, je crois 10K.7 comme ça. C'était mon premier space que j'ai fait beaucoup de vues. Si peut-être Twitter payait les gens, peut-être ils pouvaient me payer. Donc, on n'est pas payé pour ça. Donc, voilà pourquoi lorsque nous vous demandons de liker, de partager, c'est tout simplement parce que quand les autres essayent de nous accuser chez Twitter, c'est-à-dire ils sont en train de signaler notre espèce, eh bien, Twitter, quand il voit trop de signalements, il coupe. Ils pensent que il y a quelque chose qui se passe anormal, ils sont obligés de nous couper. Mais Vu que c'est quand des ils bots. voient qu'il y a, oui, mais quand ils voient qu'il y a énormément de gens qui ont partagé l'espèce et qui ont liké, non, ils coupent pas, malgré des accusations, malgré des attaques. Donc c'est là où il y a un problème. Mais il y a des gens, ils croient que, bon, quand on vous demande de partager, donc plus il y a des likes, il y a des partages, à la fin, je suis payé. Non, Twitter ne paye pas. Peut-être que Deska, il est là, il peut confirmer. Twitter ne paye pas. Il n'y a pas un compte comme ça pour Twitter, non. Par contre, quand c'est sur YouTube, peut-être sur d'autres réseaux, oui. Et là, on le fait gratuitement. Donc, ce que nous vous demandons tout simplement, c'est de partager. Si vous ne voulez pas liker, partagez au moins. Voilà. Merci. Je pense que le message est passé. Voilà. Monsieur Radio, vous étiez en train de parler quand ça s'est coupé. En tout cas, nous excusons, c'est indépendamment de nous. Et nous vous demandons aussi de partager l'espèce. Comme ça, ça va tenir. Nous, on ne se fatigue pas, ça peut couper, on va revenir. Donc, ne vous en faites pas. Cela a été déjà fait. Par contre, est-ce que ça, c'est un nouveau lien? Parce que je peux le partager aussi. Tout à fait. C'est un nouveau lien, vous pouvez le partager. Parfait, c'est déjà fait. Est-ce que vous permettez que je termine mes propos ou bien Oui, je vous laisse allez-y, parce que c'était réorganiser? coupé. Allez-y, monsieur Oui, Radio. oui. Est-ce que vous souvenez de où j'étais? Parce que moi, j'ai même pas su que c'était coupé. Je suis allé jusqu'au bout de ma pensée et puis. Vous pouvez même reprendre parce que moi, avant même que ça se coupe, moi, j'étais déjà Oui. coupé. Hein. J'ai regardé d'accord. seulement l'écran, mais je n'écoutais personne. Donc, voilà. En fait, j'étais au courant quand vous étiez coupé et je crois que c'était un décalage de 3 minutes. Bon, après, à 3 minutes près, vaut mieux vous reprenez, monsieur Radio. Reprenez. Je suis allé même sur mon PC, je me suis reconnecté sur le PC pour récupérer l'espèce
Et aussi longtemps que j'ai récupéré, ça s'est coupé au même moment. J'ai dit, bon, dommage. Mais Vous bon, savez, pas grave. ce sont des enjeux auxquels nous allons devoir faire face parce que les agents de Paul Kagame ne savent pas discuter. Lorsqu'ils participent au débat public, c'est pour le saboter. Et lorsqu'ils ne peuvent pas participer, ben, ils vont se mettre à signaler pour essayer de saboter. Toutefois, je pense que ça s'avère un échec parce qu'on est capable de se retrouver et puis de parler. Donc, je vais essayer d'aller plus vite. Et le souci, c'est qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient visibles. C'est ça le problème. Ben, Ouais, justement, tout à fait. ils sont venus pour ça parce qu'ils ne sont pas capables d'argumenter. Donc, j'avais comparé le régime de Paul Kagame au régime hitléro-expansionniste d'Adolf Hitler. Comme vous le savez, c'était un régime qui avait essayé de faire comprendre à la population allemande qu'il y avait une race aryenne qui serait spéciale par rapport aux autres races, d'où est venu tous les drames. Mais en arrière, il y avait des visées hégémoniques, expansionnistes, et qui visaient à aller piller les ressources d'un peu partout dans le monde, commençant par l'Europe. Donc Kagame s'inscrit aussi dans cette logique et la gestion qu'il fait de la chose publique au Rwanda, le traitement qu'il réserve aux Rwandais, c'est un traitement qui est clairement stalinien, c'est-à-dire que les Rwandais sont soumis à la famine, ils n'ont pas de liberté, les gens ont peur les uns envers les autres, le papa n'a pas la liberté de s'exprimer sur ses émotions ou ses opinions vis-à-vis de sa femme ou bien de la maman. Les enfants ont peur des parents, les parents ont peur des enfants. Donc, vous comprenez, il y a tout un système qui est bâti dans le pays qui fait que, d'ailleurs, il y a même des agents qui sont connus, ce qu'on appelle les Mutkwara-Sibo, qui gèrent 10 foyers, les Mudugudu qui gèrent le village ou le quartier, et ainsi de suite. Et donc, l'information est relayée de bas en haut pour essayer de museler toute personne qui aurait des idées dissidentes vis-à-vis du régime en place. Et donc, cela explique pourquoi les Rwandais ne sont pas capables de bouger au Rwanda. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que ce régime, avec tous les soutiens dont il a bénéficié, a pu coloniser la population rwandaise avec une terreur incessante. Je vous dis, chaque semaine, nous intervenons sur la radio ITM qui est le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement. Nous intervenons chaque semaine et à chaque fois que nous intervenons, il y a des gens qui sont assassinés au Rwanda, des gens qui sont assassinés soit par les forces du désordre, qu'on appelle les forces de l'ordre, ou qui sont assassinés de façon mystérieuse. Mais cela est fait, et cela est fait en sorte que le public soit au courant de ces assassinats. C'est-à-dire qu'il y a une terreur incessante. Donc, je vais aller rapidement. Le FPR a aussi instauré une idéologie, surtout qu'il a vraiment instauré au sein de la jeunesse rwandaise. C'est une idéologie qui se veut comme étant que le FPR a sauvé les Tutsis. Et donc, ces Tutsis ne peuvent plus ou n'ont pas le droit de s'objecter au programme du FPR parce qu'ils ont été sauvés par le FPR. Et de l'autre côté, ils vont dire aux Hutus, vous n'avez plus le droit de parler parce que si vous vivez, c'est parce que on ne s'est pas vengé. Vous avez assassiné les Tutsis, on a arrêté le génocide, donc grâce à nous, les Tutsis ont pu être sauvés et vous, on a pu vous arrêter dans vos ambitions génocidaires. Et donc, vous n'avez plus le droit à la parole. Et par conséquent, toute la population confondue est soumise au silence avec des faux privilèges aux Tutsis, parce que les Tutsis ont continué à être assassinés. Et d'ailleurs, durant la guerre de 94 et même avant 94, il y a des Tutsis qui ont été assassinés par le FPR. Et même après 94, les témoignages démontrent plusieurs Tutsis qui ont été assassinés par le FPR. Donc, vous avez organisé un space qui est très important. Je pense qu'il s'inscrit dans l'impératif du dialogue entre les peuples, mais je tiens à souligner que la démocratisation du Rwanda est vraiment la solution ultime pour la paix durable dans la région des Grands Lacs, et c'est comme ça que les populations vont s'émanciper sur le plan socio-économique. Mais cela va passer par l'ouverture de l'espace politique. Et cet espace politique doit absolument prendre en compte la diversité d'opinions des Rwandais. C'est-à-dire que la démocratisation du Rwanda doit nécessairement être inclusive de toutes les couches sociales du Rwanda, ou bien de la société rwandaise. Le mouvement dont je suis fondateur aussi, et un des membres fondateurs, l'Alliance rwandaise pour le changement, s'inscrit dans cette logique et nous faisons le nécessaire pour montrer aux partenaires du Rwanda qu'il faut un changement du régime politique au Rwanda, parce que chaque année, depuis plus de 10 ans, chaque année, les rapports de plusieurs institutions internationales qui œuvrent dans le droit de la personne
ne cesse de sortir des rapports sur des graves violations des droits de l'homme au Rwanda et même dans la sous-région. Le mapping report existe. Et donc, peu importe les défis immenses qui sont devant nous, nous n'avons pas le choix de passer par justement la démocratisation du Rwanda et je pense que nous allons vaincre. Il faudra des catalyseurs et puis c'est ce que vous êtes en train de faire en organisant ce space et je vous invite aussi à nous inviter. Lorsque vous organisez des spaces, invitez-nous, nous allons venir et lorsque nous les organisons aussi, on va vous inviter et vous allez venir. J'avais nommé au début de mon intervention tout à l'heure que nous ne pouvons pas envisager un changement ou la démocratisation du Rwanda dans une optique ethnique. Déjà, ces ethnies-là, on n'a aucune certitude anthropologique que ces ethnies existaient avant certains enjeux coloniaux. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs tribus au Congo. Au Rwanda, il y avait des tribus avant ces trois ethnies-là. Et ces tribus vivaient bien ensemble, vivaient en paix ensemble. Il y avait certes des injustices comme il y en a un peu partout, mais au lieu de nous battre sous des ethnies qui sont mises en place pour nous diviser, on peut clairement viser ce qu'on appelle la citoyenneté rwandaise qui est prévue par la Constitution. La Constitution rwandaise, elle existe, elle est bien écrite, elle est très bien claire et c'est elle qui nous permet de militer et de croire, de rêver sur cet idéal que tous les peuples, que tous les Rwandais sont égaux devant la loi. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir l'unité. Et par la suite, il faut une vérité sur les drames qui ont eu lieu sur, la population rwandaise confondue, c'est-à-dire les Hutus, les Tutsis et bien les Tois. Et donc, ça, c'est une question rwandaise. Et nous espérons que les Congolais et les Burundais vont nous aider. Mais je voudrais vraiment par là dire que ce dialogue entre les Rwandais est très important. Il va nécessiter des sacrifices, certes, des compromis, même des efforts. Mais on doit le faire, on n'a pas le choix. Le régime de Paul Kagame, puis là, c'est là où nous vous demandons de l'aide en tant que peuple frère du Burundi ou bien de la RDC, même de la sous-région. Nous vous demandons de l'aide parce que il faudra dans le narratif des dirigeants de la sous-région, des dirigeants de ce monde et même des acteurs, des influenceurs de ce monde, il faudra changer le narratif. Paul Kagame n'est pas le seul interlocuteur de la population rwandaise. Il y a une opposition qui est muselée, mais qui tente du mieux qu'elle peut de lever la voix. Et nous vivons des représailles. Je ne vais pas les citer ici, mais nous vivons des représailles. Mais toutefois, je pense que le discours doit changer. Paul Kagame n'est pas le seul interlocuteur des Rwandais. Il y a d'autres Rwandais qui doivent être considérés et qui doivent être des interlocuteurs pour justement trouver des solutions inter-rwandaises et trouver des solutions régionaux. Je veux dire régionales. Notre travail, le travail que nous faisons en ce moment, c'est un travail d'être dans cette posture, d'imposer justement ce narratif et même cet impératif de démocratisation du Rwanda en tenant en compte les différentes voix qui sont les interlocuteurs de la population rwandaise. Je vais terminer en disant que la force des peuples, elle fait peur. Nous l'avons déjà vu. Je ne veux pas aller loin, aller voir comment les peuples de l'AES se débrouillent en ce moment. Donc, on doit continuer à nous inviter les uns les autres dans ces spaces, dans les démarches, dans les initiatives que nous faisons, afin justement de bâtir cette union entre les peuples. Et c'est cette union qui va nous permettre de vivre dans la dignité. Pour terminer, l'avenir du monde, elle est en Afrique. Tout le monde le dit, que ce soit en Occident et même en Afrique. Tout le monde le dit. Et je vais citer Alain Foka qui nous dit que la RDC en est la gâchette. Et donc, la RDC est une opportunité, ce n'est pas un problème. Pour un dirigeant qui vise le bien de son peuple, la RDC est une opportunité et non un problème. Donc, chers amis, chers frères et sœurs de la RDC, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous avons une empathie assez profonde du mal qui vous est causé par un régime qui se veut représenter la population rwandaise, mais qui en réalité représente des intérêts d'une oligarchie qui se met à la tête du pouvoir au Rwanda et qui représente des intérêts qui sont à l'extérieur même de l'Afrique. Nous n'avons pas le choix d'unir nos forces et je pense que nous allons gagner, nous allons vaincre. Il faudra juste que nous soyons courageux. Il faudra juste que notre unité amène nos dirigeants à tenir en compte nos idéaux, nos pensées et notre volonté. C'est pour ça que les États existent
Et c'est pour ça qu'il y a des constitutions. Et donc, lorsque vous allez vouloir nous inviter, nous allons venir et nous espérons que lorsque nous allons vous inviter, vous serez aussi parmi les nôtres. Merci. Si je reste à votre disposition, si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, Radio Item, pour votre intervention. Nous sommes aussi disponibles. Nous sommes disposés à vous accueillir et nous viendrons aussi une fois que nous avons l'invitation. N'hésitez pas. Là, je venais d'essayer de vous envoyer un message dans le DM. J'ai pas pu. Peut-être que c'est parce que il y a un souci, mais on peut s'écrire et puis on pourra de toutes les façons communiquer pour voir de quelle manière nous pouvons s'il faut dire comme ça, nous communiquer, nous entraider, et puis pour trouver une Bien solution sûr. parce que, ouais. Bien Le sûr. D'ailleurs, Congo et le Rwanda. Je viens de vous écrire en DM aussi. Ok. Parce que Les de toute deux façon, en pays. fait, tout est fait en sorte que les gens soient divisés. Il y a énormément de séparatisme et beaucoup de manipulation. Et ce qu'ils veulent pas, justement, c'est que les Congolais et les Rwandais puissent être ensemble. Parce que ces gens-là, au fait, qui sont là en train de jouer leur jeu pour leurs propres intérêts, ils n'en veulent pas du tout. Au fait, ce sont les nôtres qui meurent. Et si les Rwandais et les Congolais qui veulent la paix se mettent ensemble, je pense qu'il y aura énormément de solutions. Tout à fait. Tout à fait. On va prendre Monsieur Jean-François Ledrian et puis Monsieur Desca. Monsieur Jean-François. Merci. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, donc je veux pas du tout monopoliser la parole. En plus, il y a eu des choses, mais vraiment exceptionnelles dites ce soir. J'ai bien aimé l'intervention de Radio Item parce que c'est vrai que en ce moment la vie est assez difficile au Rwanda. Quand on côtoie la diaspora rwandaise, ils sont forcément très méfiants. Ils se méfient entre eux. Ils se parlent pas trop parce qu'ils savent pas si y a pas éventuellement des éléments infiltrés qui pourraient leur nuire. Et donc moi ma petite expérience à côtoyer justement, mais de manière cloisonnée, parce que justement les Rwandais ne se réunissent pas souvent quand ils sont à l'extérieur parce que ils n'ont pas forcément facilement confiance. Ça, c'est une réalité. Et je trouve que votre idée du dialogue inter-rwandais, c'est une excellente idée parce que effectivement, souvent, il y a des oligarchies. Le terme oligarchie, il est juste, hein, qui se confrontent les uns aux autres. Et les peuples, eux, potentiellement, peuvent être tout à fait amis, peuvent vivre paisiblement, comme quand on vit à côté de son voisin, ça se passe bien, on n'a pas de problème, etc. Donc, il y a des enjeux, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'il y a tous les aspects. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est pas le sujet, mais il y a effectivement tous les aspects, on va dire, géoéconomiques, géopolitiques. C'est les deux, en fait. C'est deux choses différentes, mais qui se regroupent parfaitement, qui font que finalement, le Rwanda, il a été pris en otage pour pouvoir ensuite prendre en otage l'Est du Congo, parce que la réalité, c'est que alors c'est une réalité, hein, qui est documentée, qui est difficile. C'est difficile d'en parler. Les Américains ont soutenu, hein, bien évidemment, Museveni pour qu'il prenne le pouvoir en Ouganda. Paul Kagame a tout appris de Museveni. Les Américains ont aussi soutenu Paul Kagame, qui a beaucoup appris à Fort Leavenworth lorsqu'il a fait sa formation en 1990. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie l'organisation des services de renseignement du FPR, on s'aperçoit qu'ils ont repris beaucoup de termes qui sont propres aux opérations psychologiques, aux PSYOPs de l'armée américaine. Donc voilà, donc il y a on va dire un arrière-fond qui est très géoéconomique, avec des enjeux qui vont dépasser le Rwanda, qui vont générer malheureusement tout ce qu'on a connu, tous les malheurs au Rwanda, puis ensuite, avec l'objectif qui était effectivement de capter les richesses de l'Est du Congo, de déposer
Mobutu, et puis de mener cette guerre en 1996 qui a été terrible, hein.